Bienvenue à tous et à toutes pour ce sixième webinaire des vendredis du bâtiment durable qui sont faits dans le cadre du plan bâtiment durable Occitanie. Pour ce webinaire, on a décidé de le mettre sur la thématique de la santé, puisque aujourd'hui, c'est par rapport au bâtiment, c'est une thématique qu'on commence à voir un peu plus arriver, qu'on a envie de voir plus arriver. Et par ce webinaire, on va essayer de répondre à la question bâtiment durable, bâtiment sain, comment faire le lien? Pour le programme de ce webinaire, donc on vous a trouvé plusieurs intervenants et on commencera par une introduction de Nathalie Gontiez, qui est chargée de mission bâtiment énergie à l'ADEME, pour nous parler un petit peu du plan bâtiment durable Occitanie, qui donne lieu à ce webinaire. Ensuite, on aura deux interventions de consultants RSE développement durable de chez Primum Non Nocere, avec Lucas en première partie pour nous présenter et nous parler un petit peu de santé environnementale. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça engendre dans le bâtiment? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Ensuite, on aura du coup un petit focus sur la qualité de l'air intérieur, qui est une thématique santé qu'on voit venir souvent, et ça sera présenté par Rémi Granier. Ensuite, on aura Claire-Sophie qui nous parlera du dispositif Écrin, qui est porté actuellement par Medieco et qu'on commence à voir arriver un petit peu dans des projets tertiaires. Et pour finir, Corinne Argenti, qui est fondatrice et directrice d'Artemèse, elle nous parlera des risques santé liés au bâtiment et avec son regard d'ergonome et psychologue. Et après, on aura, du coup, elle nous fera un petit retour d'expérience sur un projet de réhabilitation d'un hôpital psychiatrique où beaucoup de métiers d'expertise bâtiment ont pu collaborer dessus. Et elle nous expliquera du coup ce que ça a pu apporter sur ce projet. Donc, bah, pour démarrer, je vais laisser la main à Nathalie Gontiez pour nous parler du plan bâtiment durable Occitanie. Bonjour à tous. Donc, ce webinaire s'inscrit effectivement dans une série de webinaires proposés par le plan bâtiment durable Occitanie. Alors, qu'est-ce que c'est que le plan bâtiment durable Occitanie? En fait, c'est la volonté de la région, de l'État et de l'ADEME de décliner au niveau de l'Occitanie la démarche de plan bâtiment durable qui a été initiée au niveau national en 2009. Et l'objectif de cette démarche, c'est vraiment euh, en fait, d'être un lieu d'échange, de concertation, d'animation, pour arriver à mobiliser un maximum d'acteurs sur cette thématique du bâtiment durable au sens large et du mieux habité. Et pour ça, donc, il y a eu une signature, un accord de partenariat entre la région et l'État et l'ADEME en 2021 pour initier cette démarche. Ce qu'on propose aux acteurs, en fait, parce qu'on souhaite valoriser donc des opérations, des démarches, des retours d'expérience, et pour ça, il faut arriver à les connaître et à les identifier. Donc, on a mis en place un outil pour cela. Vous voyez, c'est le pacte d'engagement. On demande à toute personne qui souhaite donc participer et puis valoriser une action qu'elle a menée, à se signaler à travers ce pacte pour nous expliquer un peu ce qu'elle veut faire, et à travers des événements donc comme celui qu'on a aujourd'hui, on est en mesure de valoriser ces retours d'expérience et ces actions. Vous voyez dans les autres outils, donc il y a un site internet qui a été créé pour avoir une cartographie des acteurs. On y présente un certain nombre d'acteurs à peu près tous les mois. On essaye de valoriser un des acteurs. Et puis donc, on organise des événements, on se fait le relais d'événements portés par des tiers. Et bien sûr, on utilise également des médias. Alors, n'hésitez pas à participer, hein. Moi, je vous invite à nous signaler toute action, toute opération, même tout événement que vous souhaitez
faire connaître au plus grand nombre. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à mobiliser tous les acteurs du bâtiment et de l'aménagement de manière générale sur ces thématiques. Et l'animation, en fait, de ces événements, donc de tous ces outils, a été confiée à Envirobat Occitanie. C'est pour ça que ce sont eux qui sont en première ligne sur ce type de manifestation. Voilà, merci. Le micro est coupé, Léa. Merci beaucoup. Et du coup, merci Nathalie. Nous allons du coup entrer dans le vif du sujet avec la première intervention qui sera de Lucas sur la santé environnementale. C'est ça. Merci Léa. Donc moi, petite intervention très rapide avant de laisser la main à mon cher collègue Rémi. Donc petite présentation de notre agence. Donc nous, on est Primum non nocere, on est une agence biterroise qui a été créée il y a plus de 10 ans et qui s'est focalisée effectivement sur intégrer la durabilité, le développement durable au sein des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Donc effectivement, la santé et le bâtiment, ça a toujours été des choses qui ont été notre focus depuis le début. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est extrêmement investi dans ce qu'on appelle la santé environnementale. La santé environnementale, c'est extrêmement important, notamment pour les établissements de soins. C'est véritablement lié, en fait, la performance environnementale, donc sa préservation, mais aussi la non-nuisance sur les milieux naturels, la diminution des émissions de polluants, avec justement la santé des populations. Donc on a toujours essayé de lier ça, et ça a permis aussi de faire un peu de créer de l'engouement au sein des établissements sanitaires. C'est qu'effectivement, en limitant les pollutions et notamment celles liées aux bâtiments. Donc, on peut notamment penser aux consommations d'énergie fossile qui sont très grandes, mais aussi aux consommations d'électricité qui peuvent être très grandes au vu des installations et des équipements qui sont présents sur des établissements de soins, notamment les grands CHU. Qu'en faisant ça, en limitant justement notre influence sur le climat, on favorise aussi la santé entière des populations. Donc c'est vraiment ce credo-là qu'on suit depuis un petit moment, notamment notre fondateur, monsieur Olivier Thomas, qui a cherché à vraiment diffuser cette idée qu'en protégeant l'environnement, on assure aussi une meilleure santé des individus. Et au sein de ces bâtiments eux-mêmes, donc effectivement, on peut penser sur le climat de manière générale, sur un territoire plus large, mais effectivement, il y a aussi tout ce qui va être lié au bâtiment lui-même, soit au niveau de son territoire, soit effectivement à l'intérieur du bâtiment lui-même. Et ça, je laisserai Rémi en parler sur la qualité de l'air intérieur. Mais ce qu'on peut faire dans les accompagnements, effectivement, ça va être avec l'aide d'architectes et de spécialistes du bâtiment, c'est intégrer justement ces notions de durabilité, que ce soit notamment dans le choix des matériaux par l'analyse en fait assez précise des FDES, en prenant en considération des choses qui des fois ne le sont pas toujours, donc soit les perturbateurs endocriniens, les substances soumises à autorisation, qui peuvent justement causer des problèmes par la suite, et notamment sur la rénovation, parce qu'on sait qu'une fois qu'on définit un plan de rénovation, les matériaux seront présents pendant une certaine durée. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'être le plus prévoyant au début, en amont. Et évidemment aussi, on a toute une équipe d'énergéticiens. Donc là, on vient aussi sur la performance à la fois économique et la performance énergétique. Et on peut aider les établissements de santé, que ce soit sur de la rénovation, mais aussi en amont, dès la phase de conception, en lien avec des ingénieurs et aussi avec des architectes. Et un de nos gros focus, effectivement, ça va être la qualité de l'air intérieur. La qualité de l'air intérieur, pourquoi c'est important? C'est qu'effectivement, quand on vient dans un établissement de soins, on vient pour être soigné et pas justement pour être dans un environnement qui pourrait lui-même, en fait, nous être nocif. Mais sur ce sujet-là, je vais laisser notre grand spécialiste qui est Rémi Granier, qui travaille dans la qualité de l'air intérieur depuis de nombreuses années et qui va nous présenter effectivement l'ensemble des prestations qu'on peut faire et les points de vigilance, les points d'intention quand on veut prendre ce sujet à bras le corps et justement participer à la durabilité dans les bâtiments. Super. Merci beaucoup, Lucas. Et du coup, à toi, Rémi, pour le focus sur la qualité de l'air intérieur. Bien, bonjour à tous, c'est enchanté, effectivement Rémi Granier, donc, qui va intervenir sur cette thématique QAI. Donc effectivement, merci Lucas pour cette intro. Je vais vous exposer pendant les minutes qui vont arriver un petit peu toutes les démarches que nous proposons aux établissements que nous accompagnons, un peu la vision globale de la QAI, mi-pédagogique, mi-méthodologique. Un petit rappel des enjeux sur la QAI pour les personnes qui ne seraient pas au fait. C'est tout simplement le fait de comprendre que nous passons aujourd'hui 85% de notre temps à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un véhicule, bref, dans un environnement clos, d'où l'importance aujourd'hui d'avoir un œil attentif sur ce qui se passe au point de vue QAI.
partant du principe que l'air à l'intérieur de ces environnements sont bien souvent 5 à 9 fois plus pollués que l'air extérieur, d'où l'intérêt. Un chiffre important que j'aime bien rappeler, on estime qu'aujourd'hui en France, enfin l'OPQAI estime qu'en France, il y a 14% de logements qui présentent des moisissures visibles. Ça me semble anodin, mais tout ceci en fait traduit une forme de carence en qualité d'air, notamment dans les logements. Et les moisissures visibles favorisent plus souvent l'apparition de l'asthme, notamment chez l'enfant. Donc, tout ce sujet important. On sort un petit peu du cadre professionnel, il y a aussi le cadre particulier, mais c'est important de noter. Et le coût pour la société, aujourd'hui, pour nous, les impôts, pour tout ce qui touche aujourd'hui aux dépenses de l'État, de 19 milliards d'euros. C'est un chiffre qui est donné par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Un petit rappel de l'existant réglementaire, il y en a quelques-uns, j'ai choisi les principaux, c'est tout simplement le code du travail, les débits de soufflage, les débits d'extraction, apporter de l'air extérieur vers l'intérieur, il faut toujours pouvoir donner la capacité à l'air de se renouveler. Donc, c'est tout simplement des petits mémos réglementaires pour vous. Il y a des fois certains établissements qui ne sont pas au fait de ces éléments, mais dans le cas d'une ventilation mécanique, le code du travail, qui reprend le règlement sanitaire départemental, indique en fait les valeurs obtenues. Mais plus précisément, en début d'année, il y a une évolution d'une réglementation liée à la qualité d'air intérieur qui touche quelques typologies de RP, c'est pour ça qu'on l'appelle sur certains ERP, mais notamment tout bâtiment qui reçoit des enfants, moins de 18 ans, qu'importe leur âge. Effectivement, on commence crescendo maternelle, enfin crèche maternelle primaire et on monte jusqu'aux 18 ans. Mais c'est un élément important à noter car pour moi, je la vois bien évoluer cette réglementation. Et aujourd'hui, en fait, pour tous ces typologies de RP, c'est leur obligation tout simplement de suivre de manière précise la qualité de l'air intérieur de leurs locaux. Donc, ils passent notamment par une évaluation annuelle des moyens d'aération, l'élaboration d'un guide qui est fourni par l'État afin de percevoir l'intégralité du comportement du bâtiment, des campagnes de mesure de polluants qui doivent tout simplement servir de point d'alerte éventuel en cas de surreprésentation d'un polluant chimique, et bien évidemment, un plan d'action qui doit être élaboré dans le but de maîtriser tout ce risque. Donc, aujourd'hui, sur les enfants, les crèches, mais cela touche également les établissements type EHPAD et maisons de retraite. Il faut le savoir. Nous avions parlé, alors l'appareil flou de mon côté, j'espère que ce n'est pas le cas du vôtre. Quand on parle de cycle de vie du bâtiment, c'est effectivement la perception et l'anticipation de la construction jusqu'au démantèlement du bâtiment et puis tout ce qui se passe au travers de son cycle de vie. D'où l'intérêt de ce décret qui prend en compte en fait cette vision-là et qui en gros donne des points d'alerte ou des moments à laquelle le chef d'établissement, la personne en charge, doit réfléchir à refaire mesurer, refaire évaluer la qualité de l'air de son établissement. Donc sur deux polluants, notamment le benzène et le formaldéhyde, même si on vérifie le CO2. Qui était un petit peu démocratisé pendant la période pandémique que nous avons vécue, où on parlait de renouvellement d'air, mais c'est un indice qui donne tout simplement l'indicateur de confinement. Est-ce qu'on est dans un endroit qui est sain, dont l'air va se renouveler, ou alors est-ce qu'il faut mener des actions? Ce tableau a pour seul but de donner des points d'identification en cadre de travaux ou des choses comme cela. Il faut pouvoir anticiper. Je vous ai mis des représentations visuelles pour les personnes qui ne sont pas au fait. Ces guides existent, sont sortis il y a un petit mois, si je ne vous dis pas de bêtises. Assez difficile à trouver si on n'est pas sensible. C'est tout simplement le guide CEREMA qui vous informe sur toutes les bonnes pratiques. C'est un document de 156 pages qui peut vous aider à comprendre et à faire de l'environnement peut-être que vous avez en charge un endroit sain. Alors, chez Primum, effectivement, là, je suis un petit peu du cadre réglementaire, nos méthodologies, on essaye d'avant tout de comprendre comment se comporte un bâtiment. C'est tout simplement des questions que l'on se pose sur la maintenance, sur le type de mobilier, ces choses-là, mais je vais tout détailler. Et également de s'ouvrir un petit peu aux méthodologies innovantes, c'est-à-dire de s'ouvrir non pas à ce qui est fait régulièrement dans le cadre des maintenances des bâtiments, qui sont souvent liés à un coût qui doit être au plus bas, mais essayer de s'ouvrir en fait à des méthodologies comme la vapeur sèche notamment, qui est très pertinente pour tout simplement désencrasser des équipements qui doivent réguler ou proposer un air sain.
de la cryogénie ou des capteurs CO2. C'est peut-être des éléments que vous avez entendus au travers de votre parcours. Ce sont des choses qui tendent à se démocratiser et pour lesquelles il faut avoir un œil attentif, étant donné que c'est assez intéressant et pertinent dans le cadre de la maintenance. On prend également en compte, comme l'a expliqué Lucas, d'un point de vue général sur la thématique même de ce webinaire, c'est la composition du bâtiment. Quel matériau de construction on va choisir? Pourquoi on s'y intéresse? Tout simplement parce que tout matériau dégage ou relargue un polluant chimique. Ça dépend de la façon dont il est fabriqué, conçu, donc, et chacun a une incidence sur la santé. Nous avons perdu le document. Je remets ça en place. Pas de souci. C'est ma faute, j'ai touché un peu, pas fait exprès. Je sais pas. Est-ce que c'est bon? T'as toujours le contrôle? Je le reprends. Il faut juste que j'avance. Parfait. J'en étais ici. Tac. Donc effectivement, tout ce qui est ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, polluants chimiques, impactent la santé. Donc le fait d'anticiper tout matériau qu'on va apposer dans le cadre de revamping, c'est-à-dire de modification de certains locaux, ou même dans le cadre de la construction neuve, c'est des éléments à prendre en compte et que nous prenons en compte tout simplement lors de nos analyses, nos accompagnements sur cette thématique QAI. Pourquoi? Parce que tout simplement, des labels existent. Il y a effectivement l'étiquetage obligatoire qui est affiché ici, mais à ceci s'ajoute énormément. J'ai pris quelques exemples, là, ce n'est pas exhaustif. Il y en a des dizaines de labels par typologie de matériaux, mais voici quelques-uns que j'ai sélectionnés, des plus connus. Donc, c'est dans le cadre tout simplement de la conception et de l'anticipation de se dire que on va se doter de matériaux peu émissifs, ou d'un mois, ou de 4 semaines. Tout matériau, on estime qu'entre 4 semaines, il relargue un polluant chimique. D'où la vérification des bonnes pratiques derrière en établissement. Nous prenons donc en compte également le comportement du bâtiment. Matériaux de construction, je viens d'aborder. Mobilier. Le mobilier, c'est comme de la peinture, c'est comme du revêtement. Ça relargue un polluant chimique. Préconisation dans ce cadre-là, le stocker dans un espace clos, ventilé pendant 28 jours minimum afin qu'il puisse dégager complètement. Un établissement type crèche, quand il achète du nouveau mobilier, des nouveaux équipements, il faut qu'il le stocke ailleurs, en attendant de le mettre à disposition des enfants. Tout comme une remise en peinture d'une pièce donnée, c'est exactement la même chose. Il faut attendre normalement, idéalement, 4 semaines avant de prendre possession des locaux. Donc, c'est l'anticipation de tout ceci. La vérification des pratiques de nettoyage, vulgairement le ménage, mais c'est plus de l'exposition au risque chimique via les produits de nettoyage qui sont utilisés. Ce sont des éléments également à prendre en compte. Privilégier des gammes écolabellisées ou des produits qui ne sont tout simplement pas pourvus de chimie, comme lait, la vapeur sèche notamment. Les stockages, il arrive fréquemment que des locaux de stockage soient à proximité des lieux où se situent les personnes sensibles. Dans ce cas-là, c'est un point d'attention que nous avons également. Et également le chauffage et la ventilation, mais je vous l'expliquerai juste après. C'est-à-dire ici, la prise en compte du comportement de la ventilation. Pourquoi une ventilation est apposée à tel ou tel endroit? Pourquoi on souffle tant de débit d'air? Pourquoi on en extrait tant? Comment fonctionne le renouvellement de l'air? Est-il suffisant? Ce sont toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Mais également sur les systèmes de climatisation. Les systèmes de climatisation n'ont pas vocation à faire de la bonne qualité de l'air intérieur. Mais par contre, elle peut la dégrader. La mission d'une clim, c'est tout simplement de mettre en température, ce qu'on appelle du confort. Néanmoins, un mauvais entretien entraîne la prolifération, par exemple, de micro-organismes, de particules fines ou de dioxyde de carbone. Nous avons des représentations visuelles après pour vous montrer en gros vers quoi il ne faut surtout pas se diriger. Et, comme je voulais préciser également, la compréhension des pratiques globales en termes d'activité de nettoyage ou d'utilisation de produits chimiques. Par exemple, le mélange de différents produits chimiques, c'est un cocktail explosif qui peut favoriser la prolifération de composés organiques volatiles. L'utilisation d'huiles essentielles ou de parfums d'ambiance. Ce n'est pas parce que ça sent bon que ça l'est forcément. Et l'utilisation de gammes écolabellisées, toutes ces choses-là. Donc, tous les points d'attention à avoir en QAI, matériaux de construction, ventilation, climatisation, chauffage et process de nettoyage, activité en elle-même du site à prendre en compte. Le pourquoi du comment, c'est tout simplement ceci. Ce sont des représentations issues d'activités professionnelles passées, où là, nous nous situons dans un centre commercial situé dans le sud de la France. C'est un réseau de soufflage. Vous voyez ici
les poussières dans les gaines. Donc, c'est tout ceci que les personnes respirent. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, mais essayez de lever les yeux vers le ciel, par exemple, quand vous allez au magasin ou dans différentes activités, vous verrez des fois des dépôts noirs, des projections. Et tout ça, c'est l'air que vous respirez, c'est ce qui est présent dans les gaines. Tout ceci traduit une mauvaise maintenance de l'équipement qui est censé la distribuer, c'est-à-dire une centrale de traitement d'air, et d'une hygiénisation qui est mal effectuée, ou voire pas effectuée. Ici, ça n'est clairement pas effectué. Mais tout ceci dégrade la santé des personnes. Centre commercial, mais à plus petite échelle, on le retrouve également dans tout ce qui est établissement de santé, bureau tertiaire, pêche, ça dépend aussi des fois. Pour la partie ventilation. La suite, c'est ça. Vous voyez ce dépôt noir que vous avez sur la partie supérieure, c'est également ce que vous respirez. Sur la partie inférieure, vous avez la différence. Et c'est là où je vais parler de jonction entre qualité d'air intérieur et performance énergétique. Parce qu'un équipement de ventilation ou une clim qui est mal entretenu, au-delà de dégrader la qualité de l'air intérieur, va également entraîner des surconsommations énergétiques. Donc, c'est super important maintenant de le noter. Il y a des moyens technologiques et techniques, j'expliquais vapeur sèche, cryogénie, qui permettent de complètement désencrasser une batterie, par exemple, dans une centrale de traitement d'air ou dans une clim, mais il faut se projeter. Un établissement, par exemple, un établissement de santé, c'est peut-être 300 ou 400 équipements de ventilation qui disposent entre les centrales de traitement d'air et le ventiloconvecteur. Si les 400 équipements sont mal entretenus, on double la consommation énergétique de l'établissement, en plus de dégrader la QAI. Donc, ça a un double intérêt économique et surtout santé environnementale, respect en gros, entre guillemets, du collaborateur ou de l'usager qui vient au sein de l'établissement. Un avant-dernier exemple ici, c'est un rooftop. Un rooftop, c'est une grosse machine qui prend l'air directement à l'extérieur, la filtre et l'injecte directement dans un volume assez gros. C'est un parc des expositions dans un département pour lequel on pouvait apprécier, si vous voulez, la différence entre un bon et un mauvais entretien. Mais plus parlant, en ce qui me concerne, c'est ceci. C'est une maison de retraite. On ne dirait pas, mais c'est une maison de retraite. Ce sont quelques installations que vous pouvez trouver, par exemple, une maison de retraite. C'est un split pour les personnes qui connaissent le matériel. Donc, le mauvais entretien entraîne, vous le voyez sur les parties de gauche, apparition de poussière sur les filtres et de micro-organismes. En fait, on ne sait pas trop au final ce qu'il y a dans la machine, mais c'est quelque chose que les personnes vont souffler. Le tambour tournant, tout ça, c'est projeté directement dans la pièce. Ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas des photos tirées par les cheveux en 1 sur 100, on va dire. Non, non, c'est des choses qui sont extrêmement fréquentes. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, peut-être un jour, de vérifier, de jeter un coup d'œil à travers les ailettes et vous verrez que ce sont des éléments qui sont assez fréquents. Et en plus, le nettoyage manuel de ceci, in fine, n'est pas préconisé. On n'arrive pas à atteindre les parties, on va dire, derrière la batterie. On n'arrive pas à tout démonter. Ça prendrait trop de temps. Et donc, du coup, les maintenances qui sont souvent effectuées là-dessus sont simplement un coup d'aspirateur. On change le filtre ou on le nettoie. Mais un coup de bonbonne qui sent bon, qui ne sert complètement à rien. Et ensuite, on s'en va. Et avec le temps, la saleté va rentrer dans la batterie, va dégrader la QI et va, au final, surconsommer. La représentation de la photo centrale, vous voyez la partie supérieure d'une batterie mal nettoyée, la partie inférieure d'une batterie bien nettoyée. Vous doutez bien que là, le transfert de l'air se fait de manière optimum et il n'y a pas de dégradation in fine. Donc, d'où l'intérêt de la compréhension de tous ces éléments, maintenance du bâtiment, anticipation en cas de la construction de modifications, sélection de produits écolabellisés, efficients ou peu impactants, et ce qui permet derrière après de définir une stratégie globale de maintien d'une bonne qualité d'intérieur au sein de son établissement. C'est ce que j'ai souhaité vous présenter au travers de ce petit échange, et puis je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Rémi. Je vais reprendre la main sur le diapo pour laisser place à Claire-Sophie qui va nous parler Ah mince, excusez-moi, j'avais oublié. J'avais pas vu de questions dans le chat. Est-ce que des personnes ont des questions sur ces 2 premières parties? Ou c'est bon pour l'instant? Non, j'ai l'impression que ça va. D'un côté, c'était très clair. Merci encore d'ailleurs. Et du coup, je laisse la main à Claire-Sophie pour nous parler de Medieco et surtout du dispositif écran. Merci Léa. Est-ce que Alors, tu as du pu coup, prendre la main sur le ouais, diaporama? normalement, vous Super. voyez les diapositives. Ouais, c'est bon, défilé.
Là, on voit rien défiler. Je sais pas si... Si ça fonctionne, oui. On Si voit c'est les bon si ça planches. fonctionne. Ouais, Ah, bah, ça doit être ok. bon. Parfait. Du coup, bonjour à tous. Donc, je suis Claire-Sophie Quedevez. Je dirige le bureau d'études Medieco. Medieco est un bureau d'études spécialisé sur les thématiques de santé environnementale et de qualité de l'air intérieur, qui fait partie du groupe Ispira, dont les métiers sont dédiés notamment à la qualité de l'air. Et au sein de Medieco, on est plus sur la partie opérationnelle de prise en compte de la qualité de l'air intérieur et de la santé à toutes les étapes de vie d'un bâtiment. Donc nous, l'objectif, c'est d'accompagner tous les acteurs de la construction à faire en sorte de concevoir, en neuf ou en réhabilitation, un cadre de vie qui respecte la santé des futurs occupants. Donc à travers ça, c'est vrai qu'on a tout un historique sur la qualité de l'air intérieur, mais on s'intéresse, la qualité de l'air intérieur est une des thématiques de la santé, hein, dont vous aurez les présentations des autres thématiques de santé tout au long du webinaire. Donc ça, c'est vraiment cette partie qu'on appelle assistance à maîtrise d'ouvrage, à maîtrise d'œuvre. Et donc, on va voir dans ce cadre-là comment Écrin s'inscrit justement pour améliorer la qualité de l'air dans une opération. Donc ça, on le fait sur toutes les typologies de bâtiments, du logement, du bâtiment tertiaire, des établissements d'accueil de la petite enfance. Et puis cette santé, on est sorti du cadre bâti il y a déjà un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, on traite aussi la santé à l'échelle du cadre urbain, à l'échelle urbaine, dans ce qu'on appelle l'urbanisme favorable à la santé. Et puis Medieco a aussi développé tout l'accompagnement autour finalement de la prise en compte de la santé, et notamment de la qualité de l'air intérieur, à travers notamment tout ce qu'on appelle la métrologie de la qualité de l'air, les mesures à réception et en exploitation des bâtiments. Et donc, vous voyez, sur la droite de la diapo, on a aujourd'hui un certain nombre d'outils qui existent pour prendre en compte la santé et la qualité de l'air intérieur. Et donc, moi, l'intervention, elle est dédiée à la méthode Écrin, qui est une méthode développée par l'ADEME pour prendre en compte, pour améliorer la qualité de l'air intérieur dans l'ensemble des bâtiments. Alors, pour vous présenter cette méthodologie, d'abord une petite synthèse, un peu une petite synthèse de tout ce que Rémi a pu présenter. Vous avez entendu un certain nombre de polluants, de sources de pollution. Cette diapo, elle permet de resituer en une seule image toutes les sources de pollution et les différents polluants qu'on peut avoir dans le bâtiment. Je pense qu'elle est importante à comprendre pour justement comprendre comment a été structuré Écrin et comment est-ce qu'on prend en compte la qualité de l'air intérieur dans la conception et la rénovation d'un bâtiment. Donc, ce que vous voyez sur la diapo, c'est qu'on a effectivement, pour la qualité de l'air intérieur des bâtiments, différentes sources de pollution. D'abord, quand on va s'intéresser à la qualité de l'air intérieur, on va faire attention à l'endroit où on construit. L'endroit où on construit, c'est-à-dire s'intéresser sur quel sol on construit. Est-ce qu'on a des pollutions, d'anciennes pollutions industrielles? Est-ce qu'on a des pollutions naturelles comme le radon sur l'endroit où on construit? Et comment est-ce qu'elles peuvent être transférées dans l'espace de vie? On va s'intéresser à la qualité de l'air extérieur, regarder notamment la présence de zones agricoles, la présence d'industries, et puis forcément la présence d'axes de trafic routier à proximité. Alors, tous les trafics, mais particulièrement les trafics routiers. Et puis, à chaque fois, vous avez les différents polluants associés. Donc, si on regarde le trafic automobile, on va s'intéresser aux particules fines, par exemple, ou au dioxyde d'azote. Ça, c'est la première étape quand on prend en compte la qualité de l'air intérieur. Première grosse source de pollution, l'environnement extérieur, l'air extérieur et le sol. Ensuite, on va rentrer dans le bâtiment en termes de sources de pollution et du coup, on va retrouver tout ce qui est lié au choix des produits de construction et aux équipements qu'on va venir mettre dans le bâtiment. Donc, vous avez une présentation de différents labels. Il y a tous les mobiliers qu'on va venir mettre dans le bâtiment. Et puis, la dernière grosse source de pollution, c'est une fois que le bâtiment est livré, les occupants, que ce soit le mobilier qu'ils apportent, mais aussi leurs usages, comment est-ce qu'ils peuvent impacter la qualité de l'air intérieur. Donc là, voilà, vous avez retrouvé toutes les sources de pollution, les différents polluants qu'on peut trouver. La question, c'est comment est-ce qu'on prend en compte tout ça dans la conception ou la rénovation d'un bâtiment pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur. La démarche, elle est simple. C'est que d'abord, par rapport à ces sources de pollution, vous comprenez qu'on va d'abord chercher à réduire le transfert des polluants qui viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est la première étape dans chaque bâtiment. On s'intéresse à qualifier l'environnement extérieur et le sol de notre bâtiment pour essayer de voir si oui ou non on a une source de pollution et comment est-ce qu'on essaye de réduire le transfert de ces polluants extérieurs vers l'intérieur de nos bâtiments. Ensuite, une fois qu'on aura fait cette première étape, on va rentrer dans le bâtiment et donc s'intéresser à la limitation des sources de pollution intérieure et notamment travailler sur le choix des produits de construction.
On aura toujours, par les produits qu'on a mis en œuvre dans le bâtiment, mais aussi par nos usages, des sources de pollution. Donc, ce qui est essentiel, et comme Rémi l'a mentionné pour la qualité de l'air intérieur, c'est d'assurer un renouvellement d'air adapté. Donc ça, on va dire que c'est la 3e étape pour la prise en compte de la qualité de l'air intérieur. Et puis derrière, une fois qu'on a livré un bâtiment qui garantit une bonne qualité de l'air intérieur, c'est comment est-ce qu'on accompagne les occupants à pérenniser cette qualité de l'air intérieur et comment est-ce qu'on les incite aux bonnes pratiques. Donc c'est comme ça, vous retrouvez en fait sur cette diapo un peu les différentes étapes de prise en compte de la qualité de l'air intérieur dans un projet de construction ou de rénovation. Et donc il y a quelques années, l'ADEME a réfléchi, a souhaité développer une méthode d'amélioration de la qualité de l'air intérieur, alors qui est passée par différents noms. Elle s'appelait initialement Manager. Aujourd'hui, donc la méthode s'appelle ECRIN, Engagement à construire responsable pour un air intérieur sain. Et donc cette méthode, c'est une méthode plutôt méthode de management d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. On est vraiment sur une approche d'amélioration continue. C'est pas tout à fait comme un label et comme une certification. On est vraiment sur essayons d'aller faire au mieux pour chaque bâtiment. Apprenons de ce qui s'est bien et moins bien passé sur un projet pour essayer de l'améliorer sur le projet suivant. Alors cette méthode, comment est-ce qu'elle est constituée? Elle est constituée de 4 missions. 4 missions, une partie qu'on appelle les éléments de cadrage. On va définir une ambition pour le projet, donc c'est le niveau de qualité de l'air intérieur qu'on souhaite atteindre. Et pour atteindre cette ambition, on va sélectionner différentes exigences. Donc le premier schéma que vous avez à gauche, vous voyez donc les exigences de cadrage. C'est un peu les exigences méthodologiques de la méthode. On va dire les points clés à ne pas oublier, que ce soit la communication, entre les acteurs, les documents qui doivent être transmis à chaque étape, à chaque acteur. Donc vraiment les éléments qu'il ne faut pas oublier pour le bon déroulement de la méthode. Donc on est plutôt sur une approche méthodologique. Et puis ensuite, vous avez 4 missions techniques qui reprennent en fait ce que je vous ai présenté précédemment. Donc d'abord la mission 1, savoir la gestion des pollutions atmosphériques. S'il y a des pollutions atmosphériques, la méthode ECRIN est une méthode qui est très adaptable, qui s'adapte au contexte de chaque projet. Si on n'a pas de pollution de polluants dans l'air extérieur, on n'aura pas cette mission à traiter. Par contre, si on a des sources de pollution extérieure, donc on s'intéressera à la mission 1, donc gérer les pollutions atmosphériques. La mission 2, on est sur la gestion des pollutions de sol. La mission 3, on est sur la gestion des pollutions liées au bâti et notamment sur le choix des produits de construction. Et puis la mission 4, sur la gestion des pollutions par les équipements. Et sur cette partie-là, on va surtout s'intéresser au renouvellement d'air. Donc la méthode ECRIN, on va à chaque fois essayer d'aller chercher un niveau d'ambition pour ces 4 missions. Donc c'est un peu la représentation que vous avez sur le graphique, sur la toile d'araignée qu'on a juste à côté. On va obtenir une certaine note pour l'ensemble des missions. Et l'objectif, c'est d'avoir un minimum de 70% des exigences atteintes dans l'ensemble des missions. Donc pour ça, on a différentes exigences. On a ce qu'on appelle les incontournables, qui sont des indicateurs obligatoires, c'est-à-dire que pour un bâtiment, pour améliorer la qualité de l'air dans un bâtiment, on considère qu'il y a un certain nombre d'exigences qui sont obligatoires dans tous les bâtiments. Et puis à côté, on a des exigences qui sont dites essentielles, c'est-à-dire que là, on va les sélectionner par rapport à notre niveau d'ambition, par rapport aux contraintes aussi qu'on a sur le projet. Et donc là, on doit atteindre 70% des essentiels pour satisfaire aux exigences et au niveau d'ambition ECRIN et obtenir, on va dire, l'attestation ECRIN. ECRIN a 3 niveaux. Donc, on a toutes les exigences incontournables. Et ensuite, en fonction du nombre d'exigences essentielles obtenues, on va avoir le ECRIN bronze, le ECRIN argent et le ECRIN or, 70, 80 et 90% minimum d'exigences atteintes. Ça, c'est pour un peu sa structuration. ECRIN est une méthode, je ne l'ai pas notifié, mais ECRIN est une méthode qui s'adresse à toutes les typologies de bâtiments. On l'a testé sur des maisons individuelles, sur du logement collectif, sur des bâtiments de bureaux, sur des écoles également. Donc c'est une méthode qui est assez adaptable, qui va commencer très en amont du projet. Et donc, on va balayer rapidement les différentes phases pour vous montrer de façon opérationnelle finalement comment est-ce qu'on avance. Et qui s'arrête au premier hiver après la réception du bâtiment. Il n'y a pas l'exploitation encore aujourd'hui, peut-être que ça viendra demain, qui est prise en compte dans ECRIN. Donc ECRIN, c'est d'abord la phase diagnostique, c'est-à-dire qu'avant même de penser la conception de notre projet, on va s'intéresser, comme je vous disais, à quel est l'environnement extérieur. Donc on va aller, imaginons, donc
construisent à côté de Toulouse et à côté d'un axe de trafic automobile important, on va aller chercher des données, essayer de qualifier et de quantifier cette qualité de l'air extérieur. Et en fonction, on va comparer ça à des valeurs de référence sanitaire et se dire oui ou non, on est concerné par une pollution de l'air extérieur. On va faire exactement la même chose sur la pollution de sol. Et donc, on va savoir si, pour notre méthode écrin, on retient la mission 1 ou on retient et ou la mission 2. Ces missions, ensuite, elles vont nous imposer un certain nombre de solutions à mettre en place si on est concerné par une pollution de l'air extérieur ou par une pollution de sol. Ensuite, on va rentrer en phase programmation, où là, une fois qu'on a le contexte et les contraintes qui s'appliquent à notre bâtiment, on va essayer de définir, et on va définir avec l'ensemble des acteurs du projet, un niveau d'ambition à atteindre. Donc, on va tous ensemble sélectionner, donc déjà, lire tous les incontournables et sélectionner un nombre d'essentiels pour essayer d'atteindre le niveau bronze, argent ou hors d'écrin. On va établir le planning général de l'opération et puis expliquer à chaque acteur le rôle de chacun, combien de réunions on va avoir dans le cadre de l'application d'écrin. Et donc, vous voyez, ce sont des exemples de pourcentage atteint sur chaque mission. En phase conception, c'est comme Rémi l'expliquait, on va s'intéresser au choix des matériaux et à la performance du renouvellement d'air avec un certain nombre d'exigences dédiées à ces deux thématiques. Et puis, on va venir intégrer ces exigences dans les différentes pièces écrites, par exemple des CCTP. Donc, dans chaque lot, on va venir mettre des exigences spécifiques. Écrin demande la rédaction d'une charte chantier dédiée à la qualité de l'air intérieur. On a alors c'est spécifique Mediéco, mais nous, on rédige une notice qualité de l'air intérieur qui donne un peu la philosophie qualité de l'air du projet. Donc, qui est responsable de quoi et qu'est-ce qu'on vide à chaque étape du projet. Et puis, on va aussi travailler sur le planning de chantier pour essayer d'intégrer les différentes contraintes, les temps de séchage, les mesures de qualité de l'air à réception. Du coup, en phase construction, c'est une phase qui est très importante dans Écrin. On s'est beaucoup concentré sur la qualité de l'air intérieur, sur la partie conception. On a des labels aujourd'hui, on a des choses, on sait quoi demander pour la qualité de l'air intérieur. On s'est aperçu que la phase chantier est une phase clé. C'est important aussi de contrôler que, par exemple, les produits qui sont mis en œuvre sur le chantier sont bien ceux qui qui correspondent aux exigences demandées en phase conception. Donc, on va venir contrôler les différentes pièces, les différentes fiches techniques, les fiches de données de sécurité, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour les produits, pour vérifier qu'ils sont conformes aux exigences demandées. Et puis, on va aussi organiser sur le chantier des ateliers de sensibilisation à la qualité de l'air intérieur. Donc, nous, chez Mediéco, on fait des ateliers Airbat, mais dans n'importe quel projet qui va appliquer Écrin, on doit sensibiliser les entreprises à la qualité de l'air intérieur. Et puis, comme dans toute démarche, on contrôle. Donc, on fait des mesures de qualité de l'air à réception qui sont obligatoires dans Écrin et on vient aussi contrôler la performance du renouvellement d'air. Donc, depuis la RE 2020, c'est obligatoire à la réception des bâtiments. Alors, on le faisait déjà dans certaines typologies de bâtiments, mais aujourd'hui, c'est aussi obligatoire dans les logements. Mais on peut aussi venir contrôler cette qualité de l'air et le renouvellement d'air au cours du premier hiver, parce qu'on sait que dans les premiers mois, il y a des dérives, et donc on revient contrôler après quelques mois d'exploitation que tout ça, que le renouvellement d'air est toujours performant. Et donc, pour finir sur cette méthode, donc c'est une méthode qui, 2023 est une vraie année de lancement, on va dire. Elle a été expérimentée sur plusieurs pilotes, sur plusieurs projets. Et aujourd'hui, cette méthode est complètement disponible pour les acteurs. Elle est portée par les différents centres de ressources au niveau régional, donc Envirobat Occitanie, par exemple pour la région. Et donc cette carte, c'est pour vous montrer, alors ce sont les projets Écrin portés par Mediéco, pour vous montrer qu'il y a déjà un certain nombre de projets qui se sont engagés dans la démarche Écrin. Et vous voyez notamment par rapport aux typologies qu'on a du bureau, qu'on a du logement collectif, des résidentes étudiantes. À Grenoble, je sais qu'il y a un projet, alors c'est pas Mediéco, mais un projet qui est sur une école. Donc vous voyez que la démarche, voilà, la qualité de l'air intérieur, on en parle déjà depuis longtemps. Il existe différents outils, mais cette année, on a donc Écrin qui arrive avec un certain nombre d'outils dédiés à la qualité de l'air intérieur pour essayer de faciliter la prise en compte de la qualité de l'air intérieur pour tous les acteurs d'un projet. Voilà, j'ai essayé d'être rapide, Léa. Super, merci beaucoup. Je vois qu'on a quelques petites questions que du coup je vais te poser. Donc dans un premier temps, c'est Olivier qui nous demande si une VMC HYGRO-A ou HYGRO-B c'est compatible avec une bonne QAI.
On va dire que c'est pas incompatible. On a des bâtiments de logement dans lesquels on a fait de la ventilation simple flux, que ce soit hygroA ou hygrobé. Quand on a un choix, judicieux de produits de construction qui émettent peu de polluants, et que la ventilation fonctionne bien, hein, parce qu'on a bien vu, les chiffres qui avaient été, l'étude du CEREMA qui montrait qu'on avait quasiment 1 logement sur 2 qui n'était pas conforme à la réglementation, pour la ventilation. Donc si on a une VMC qui fonctionne, même simple flux, et peu de sources de pollution à l'intérieur, on arrive à avoir une bonne qualité de l'air intérieur. Après, effectivement, c'est pas l'idéal en termes de débit. On préfère la simple flux, mais autoréglable. Mais je sais que d'un point de vue consommation, par rapport aux enjeux énergétiques, ben, on a beaucoup de mal à la faire passer, mais pourtant, elle permet un débit d'air constant, ce qui est intéressant. Heu et personnellement, nous, le choix de la ventilation, il se fait vraiment par rapport au contexte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais système de ventilation. On ira sur des systèmes de ventilation plus complexes si on a besoin de traiter ce qui vient de l'extérieur. Si on n'a pas besoin de traiter ce qui vient de l'extérieur, on peut réfléchir à des systèmes de ventilation simple flux. Aujourd'hui, on a aussi de la modulation des débits qui arrive, pas que liée à l'humidité relative, mais avec d'autres polluants. On a de nouveaux systèmes là qui arrivent. Donc, oui, on peut faire, de l'hygro et de la qualité de l'air compatible. Après, c'est vrai que j'ai une petite tendance à préférer l'autoréglable. Super, merci beaucoup. Alors, on en a eu pas mal. Du coup, je pense que tu as répondu à la question de dans quelle mesure Écrin est lié à Envirobat, Occitanie et BDM. Ça, c'était bon. Par contre, comment avez-vous trouvé... Ah oui, d'où viennent les données de QAI? Est-ce que c'est via l'ARS ou ATMO ou, C'est via l'Atmo, je vois la question. Alors, il y a Ok, super. différentes solutions. Soit vous avez la chance d'avoir une station Atmo, donc Atmo, ce sont les associations de surveillance de la qualité de l'air ambiant, donc de la qualité de l'air extérieur. C'est elles qui vous indiquent s'il faut réduire la vitesse sur la route, par exemple, parce qu'on est en pic de pollution. Donc, elles ont différentes stations disséminées sur le territoire et donc les données sont ouvertes. Donc, soit vous avez la chance d'être à proximité d'une station ou dans une zone représentative d'une station, par exemple à côté d'un axe de trafic important. On a certaines stations qui sont à côté et donc vous pouvez vous servir de ces données. Aujourd'hui, on a aussi des outils de modélisation de la qualité de l'air extérieur, ce qui est un peu plus complexe. Ou sinon, quand on a une vraie interrogation, un doute, on vient faire directement des mesures avant que le bâtiment soit construit. Comme ça, on a les données du site. Donc, on fait par étapes. D'abord, une carte où on regarde les différentes sources de pollution. Si on a un doute, on va aller chercher des données chiffrées, donc auprès de l'ATMO. Si on n'a pas, on peut faire des mesures in situ. Et puis après, on va interpréter tout ça par rapport aux valeurs de référence sanitaire. Et Merci pour l'air beaucoup. extérieur, on se sert beaucoup des valeurs de l'OMS. Merci beaucoup. J'ai une question de Mathieu, mon collègue, qui demande si du coup dans Écrin, est-ce que du coup la pollution par le mobilier et les usages c'est pris en compte aussi ou ça reste surtout bâtiment hors aménagement? Alors aujourd'hui, Écrin, dans sa conception, c'est d'abord dédié à la conception même du bâtiment. Par contre, par exemple, en termes de mobilier, les aménagements de placards sont concernés par l'étiquetage obligatoire des produits de construction, donc ils sont pris en compte dans Écrin. Par contre, le mobilier des tables à cuisine, par exemple, aujourd'hui n'est pas pris en compte dans Écrin. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas derrière. En fait, aujourd'hui, il y a un coordinateur Écrin qui est donc Ville Aménagement Durable et Envirobat Méditerranée, qui sont aussi chargés de faire évoluer cette méthode. Et tout l'objectif, c'est que l'ensemble des acteurs qui vont rentrer dans la méthode, via notamment, pourront faire remonter toutes ces informations via les centres de ressources, via les ambassadeurs. Et donc, l'idée, c'est aussi de faire évoluer cette méthode. S'il y a un besoin d'avoir une méthode qui suit la phase exploitation, on pourra aller sur la phase exploitation. Et puis, Medieco fait partie de cette coordination. Nous, on a un rôle aussi plutôt de veille scientifique, d'intégrer, de réfléchir à quels polluants pourront être intégrés demain. Aujourd'hui, on parle des composés organiques volatiles. Demain, on pourrait avoir des choses sur les perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, les pesticides ne sont pas intégrés dans Écrin parce qu'on a encore peu de données. Enfin, on a des données, mais pas beaucoup de données sur le transfert en air intérieur. Donc aujourd'hui, l'exploitation n'y est pas, mais comme d'autres sujets, elle pourra peut-être y être demain en fonction de vos retours.
Après, j'ai une petite. Alors, c'est une question, mais je pense que c'est surtout par rapport au cahier des charges, la méthode d'écrin, comment devenir accompagnateur et tout. Si tu as des liens et que tu peux les mettre dans la discussion après. Du Ouais. coup, ça a été demandé. Alors, le cahier Euh, des charges n'est pas en libre service aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur le site internet de l'ADEME parce qu'il est pas, il reste quelques petites finalisations dans l'outil qu'on est en train de mettre en place. Et après, pour devenir accompagnateur écrin, il y a des formations qui sont organisées par les centres de ressources, donc par les ambassadeurs. Et écrin est une méthode nationale, donc il faut regarder dans chaque région s'il y a des formations accompagnateurs. C'est une formation de 2 jours. Pas une formation à la qualité de l'air intérieur, mais une formation à l'outil. du coup, ambassadeur pour l'Occitanie, c'est nous. Voilà. Environnement Occitanie, du coup. Ben, je peux regarder ça après pour voir si on a des formations par rapport à ma collègue qui s'occupe de ça. Et après, du coup, petite dernière question. Alors, c'est un peu mélangé entre un constat et une question. Et c'est un peu, du coup, comment on porte les solutions qui sont bonnes pour la qualité de l'air avec les étiquettes A+, comment on porte ces solutions au sein de Niedieco. Si j'ai bien compris la question, c'est ça. Tu peux. Euh, oui. Comment porter. Ouais, je lis en revanche. Alors, ouais, on va pas refaire, je vais pas vous faire toute la Oui. réexplication de l'étiquetage, etc. Globalement, je suis tout à fait d'accord, l'étiquetage, la majorité des produits sont étiquetés. Il faut quand même savoir que l'étiquetage, c'est déclaratif aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire que quand vous avez un plus, il n'est pas vraiment un plus. Mais si vous n'avez pas de test en laboratoire réalisé, une attestation, vous n'êtes pas sûr que votre produit est A+. Donc, Écrin va demander du A+, mais va aussi demander une attestation du fabricant justifiant que le produit a bien été testé en chambre d'essai. Effectivement, l'étiquetage, c'est à 28 jours. Ça veut dire qu'on met le produit dans une chambre d'essai et au bout de 28 jours, on prélève un échantillon d'air et on regarde ce qu'il était mis. Ça veut dire que de 0 à 28 jours, bah, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et une peinture émet beaucoup au début. Après, sur de la construction neuve, sur de la réhabilitation, une grosse réhabilitation, ça pose pas trop de problèmes parce que, entre le moment, sauf pour les petits travaux de dernière minute, mais entre le moment où vous peignez une pièce et le moment où les occupants arrivent, la peinture, elle a déjà émis beaucoup. Donc finalement, il y a d'autres matériaux, notamment des matériaux avec beaucoup de colle, des panneaux à base de bois, par exemple, vont nous poser plus de problèmes. Par contre, en réhabilitation en site occupé, parce qu'Écrin fait aussi de la réhabilitation en site occupé, l'étiquetage A+ est un vrai sujet pour la peinture parce que, les gens reviennent quasiment le soir chez eux, chez les bailleurs sociaux, ils partent la journée, ils reviennent le soir et là, vous êtes exposés réellement à ce que les produits émettent. Donc effectivement, le A+, c'est déjà un outil bien, encore faut-il vraiment que le produit soit A+, et comme Rémi l'a présenté tout à l'heure, il y a d'autres labels aussi qui existent. Et comment portez-vous ces solutions au sein ou de Medieco? Bah, c'est un peu tout ça. Enfin, si vous voulez, on pourra rediscuter après, plus spécifiquement là-dessus. Et Léa, je rebondis juste à la question. Le protocole de mesure écrin, c'est un protocole de mesure qui est un peu basé sur, donc il a été validé par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qu'on appelle l'OQAI. Donc c'est plutôt des méthodes passives, donc on mesure pendant 5 à 7 jours sur site. Par contre, pour avoir plus de souplesse sur la méthode, elle a récemment évolué, c'est-à-dire que si on a des gros bâtiments qui font plusieurs certifications et qu'il y a un protocole différent qui est demandé, Écrin accepte de se baser sur ce protocole à partir du moment où l'ensemble des polluants qui sont demandés dans Écrin sont bien mesurés. Donc le protocole, il est un peu souple pour éviter des fois des aberrations qu'on voit où on a, 2 ou 3 protocoles différents parce qu'il y a 2 ou 3 démarches différentes. L'idée, c'est pas de faire un label supplémentaire, c'est de porter une démarche complémentaire à ce qui est déjà fait sur le projet pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur. Ok, bah super, merci beaucoup. Alors c'est génial, je crois on est bien dans les temps et du coup on va passer à les deux dernières parties qui vont être présentées par Corinne Argenti, fondatrice et directrice d'Artemèse. Je te laisse la parole du coup, Corinne. Merci Léa, bonjour à tous. Merci déjà pour ces 2 éléments de conférence qui étaient drôlement intéressants. Enfin, moi, j'ai bien apprécié de mon côté. Je vais vous parler d'un petit peu la suite finalement de d'autres problématiques santé que l'on peut retrouver dans les bâtiments.
Donc Léa, je pense que je contrôle, mais je ne sais pas trop si je contrôle en fait. Est-ce que tu arrives à faire passer une slide pour voir ou... Non, ben écoute, je vais partager. Je pensais faire Oui, autrement, partager mon écran, mais je pense que j'ai pas trop le choix. d'accord. Je vais arrêter le partage, comme ça tu pourras partager ton écran. Merci. Hop. C'est ouf, pardon. Mince. Ah oui, non, faut que je reprenne le contrôle, pardon. Vas-y, vas-y. Et hop, c'est bon, je te laisse la main. Donc ça s'affiche pas, super. Hop, je recommence. Bon, ça ne fonctionne pas, Léa. Donc, si tu veux bien laisser Ouais, ton je passerai document, les slides, du coup. je veux bien. Pas de souci, on fait ça. Hop. Donc, comme le disait Léa, je suis Corinne Argenty du cabinet Artémèse. Alors, cabinet qui est très récent, hein, qui a ouvert en 2020, mais moi, je ne suis pas si récente que ça. Ça fait quand même un moment que je suis conseil en ergonomie et en santé au travail de façon générale. Pour être précis, depuis 1998. Donc, c'est vrai que j'agis dans la grande région et au-delà, puisque j'interviens sur tout le territoire national. J'interviens sur des problématiques santé au travail, donc je l'ai dit, ergonomie, mais aussi plus récemment sur tout ce qui est dimension psychosociale qui nous occupe énormément depuis une quinzaine d'années. Mais je continue d'une façon ou d'une autre à travailler sur les bâtiments. J'ai eu travaillé en conception architecturale à plusieurs reprises, j'ose pas dire nombreuses, mais plusieurs reprises. Et donc avec des équipes conceptrices de maîtres d'œuvre, j'ai eu travaillé en assistance maîtrise d'ouvrage pour faire de l'assistance à la programmation, donc où j'assiste des équipes de programmation. Je ne suis pas programmiste. J'ai travaillé de l'autre côté du spectre en expertise, donc expertise conditions de travail sur des bâtiments neufs ou des bâtiments en cours de réhabilitation. Donc, pour vraiment donner un avis conditions de travail sur ces bâtiments. Donc là, j'en ai fait quelques-uns côté expertise et j'en fais encore. Donc, bien évidemment, ne m'occupe que des bâtiments de travail, hein, puisque l'ergonomie, c'est adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. Et donc, effectivement, je m'intéresse aux situations de travail. Donc, dans les bâtiments dont je m'occupe, effectivement, nous avons des utilisateurs, hein, on va en parler, et nous avons souvent aussi, bien évidemment, des usagers. La partie usagée n'est pas mon cœur, on va dire, de préoccupation, si ce n'est que ces usagers, eh bien, on a des travailleurs qui s'en occupent, hein, vous imaginez à l'hôpital. La partie patient, ce n'est pas ma partie. En revanche, comment on s'occupe de ces patients? Eh bien là, oui, c'est pleinement ma partie. Donc, on va peut-être regarder dans ce déroulé que je vous ai préparé une première partie, mais que trouvons-nous finalement comme problème de santé dans les bâtiments? Donc, vous l'aurez compris, il va y avoir qualité de l'air, mais je ne vais pas y revenir, puisque là, nous avons eu deux très jolis exposés qui nous en ont parlé, et surtout le premier, j'oserais dire, même le second, avec la planche où effectivement, qui décrit tous les polluants et d'où ils viennent, c'était quand même très riche. Donc ça, je vous en ferai grâce. En revanche, nous allons parler plutôt de toutes les pathologies et lésions que nous allons trouver. Et en deuxième partie, plutôt dire, et on fait comment, hein, pour gérer, une fois qu'on a découvert toutes ces pathologies et ces lésions, comment on fait pour dépasser tout ça? Alors, la première pathologie concernée, on va dire celle qui va nous faire intervenir sur les bâtiments, figurez-vous que ça va être des pathologies de type lombalgie, le mal de dos. C'est, on va dire, ce qui peut être le plus spectaculaire, hein, dans les bâtiments. Eh bien, ça va être des agents, des travailleurs qui vont se faire mal au dos parce qu'il faut tirer, pousser des charges. Donc, un exemple, hein, à l'hôpital, on pousse et on tire des lits d'hôpitaux, des brancards, des chariots, tout un tas de choses en fait qui vont être montées sur roulettes et pouvoir se déplacer sur des grands kilomètres, on va dire. Et donc ça, ce sont des individus qui poussent et qui tirent ces charges. Donc, on va retrouver ça dans tous les milieux de soins, quels qu'ils soient, dans le médico-social aussi. Et ensuite, de temps en temps, on va le retrouver en industrie, bien qu'en industrie, depuis les années, on va dire, 90,
ils ont très largement pris le pas de limiter le port de charge, puisqu'ils ont eu une charge financière très importante sur tout ce qui est port de charge et lombalgie, bien évidemment. Ensuite, un deuxième type de pathologie, on va dire, ce sont tout ce que l'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Vous en avez, j'espère, un petit peu entendu parler. On donnera un exemple, celui de l'épaule, qui est le trouble musculo-squelettique, on va dire le plus invalidant et aussi le plus coûteux pour l'assurance maladie. C'est l'épaule parce qu'il faut porter des charges, voire il faut manipuler des charges. Donc là, le grand exemple, ce sont les EHPAD, ces endroits où nous hébergeons des personnes qui perdent en dépendance. Et effectivement, en EHPAD, les soignants vont devoir aider, lever, coucher, tourner sur le côté, etc., aider en toutes circonstances des gens qui ont perdu de l'autonomie. Et donc, les épaules vont être très, très sollicitées. Et donc, c'est la première grande pathologie que nous trouvons dans les EHPAD. Ce sont des gens qui perdent l'usage de l'épaule. Il y a des opérations, bien sûr. Les opérations coûtent cher à la sécurité sociale et ne sont pas forcément de totale réussite. Donc, nous avons sur ces problèmes-là, sur ces TMS, de la création de handicap. Et bien sûr, nous avons tout un tas de pathologies respiratoires liées à la qualité de l'air, mais on en a déjà parlé. On parle de santé. Et oui, on parle, je vous l'ai dit, d'affection, de maladie, mais on va parler aussi d'accidents. Et notamment, moi, ce qui va m'intéresser, ce sont les accidents du travail. Des accidents qui sont liés parfois, souvent, à la configuration des locaux. Parce que ces configurations sont inadaptées aux activités et elles vont permettre l'arrivée d'un accident. Nous avons notamment des accidents liés à des ports de charge qui vont représenter à peu près 50% des sinistres dans les entreprises. Et effectivement, les accidents du travail liés à la manutention, je l'ai mis dans l'encart bleu, sont les plus fréquents sur les milieux de travail. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ose dire que ces accidents sont liés à la configuration? Tout d'abord parce qu'on a des lieux de travail pour lesquels les programmations, lorsqu'on a créé le lieu de travail, les programmations ne tiennent pas suffisamment compte des déplacements de matériel. C'est-à-dire qu'on va se débrouiller pour loger en industrie les procédés industriels et on va considérer seulement à la marge tous les allers-retours avec du matériel. Alors, c'est du matériel que l'on va porter à la main, c'est du matériel que l'on va pousser, tirer, on l'a vu tout à l'heure. Et puis ensuite, ce sont du matériel qui va transiter dans l'entreprise via des petits Manitou, des chariots élévateurs, tout un tas de matériel qui nous permet de porter et de tirer des charges. Donc effectivement, quand ces déplacements de matériel ne sont pas suffisamment pris en compte, nous avons un risque d'accident du travail où on va porter, tirer, bouger des charges à des endroits qui ne sont pas suffisamment larges, qui croisent à notre cheminement, etc. Et donc là, c'est vraiment en termes de programmation du site de travail où on n'a pas fait de simulation de flux, de déplacement de matériel. Et en plus de cela, je vais exagérer jusqu'au bout, quand on va imaginer, alors que l'usine, le bâtiment n'est pas construit, ou l'hôpital, lorsqu'on va l'imaginer, il va falloir faire des tracés de flux, des simulations de flux, afin d'anticiper au maximum les potentiels accidents qu'il pourrait y avoir sur le futur bâtiment. Et ce que l'on va demander, c'est de tracer ces flux de façon réelle, c'est-à-dire que ces flux représentent au maximum les flux futurs probables qui vont se dérouler dans le bâtiment. Pas seulement les flux souhaités ou souhaitables, parce qu'effectivement, on peut toujours souhaiter des flux respectueux de tout, ça restera un vœu pieux. Dans la vraie vie, les opérateurs utilisent des voies qu'ils se tracent eux-mêmes lorsque la voie n'est pas suffisamment tracée ou lorsqu'elle n'est pas suffisamment droite. Donc c'est là que se cachent les accidents, c'est dans des endroits de l'entreprise ou de l'hôpital où effectivement on va devoir faire passer du matériel ou des humains et ce n'est pas prévu.
On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Léa. Merci. Donc, je vous donne un exemple du type de choses que l'on peut faire alors que le bâtiment n'est pas construit, n'est pas réhabilité. On n'en est encore qu'à la réflexion, au projet. Ce sont des schémas que l'on va retrouver finalement quand on fait de la programmation, des schémas, ce qu'on appelle les schémas fonctionnels. Et là, dans ce petit schéma que vous voyez, donc il s'agit en fait d'un CTA CODIS chez les pompiers, hein, dans une direction d'incendie et de secours, une direction départementale. Donc, vous avez une zone qui s'appelle le CTA où les alarmes arrivent et donc on va traiter ces alarmes. C'est une zone un peu particulière de ce bâtiment et effectivement, il faut que ces agents qui sont là ne soient pas dérangés. Donc, on trace finalement les différentes zones qui vont être habitées par les utilisateurs, les interactions entre elles, donc physiques. Vous voyez que le CTA, il est dans l'encadré orange, lié au CODIS, bien sûr, qui n'est jamais très loin. Mais ce CODIS, qui est activable par moment seulement, va être aussi habité par des acteurs extérieurs qui entreront donc sur le CODIS, mais qui n'entreront pas sur le CTA. Donc ça, il faut clairement le définir parce que quand une équipe conceptrice va venir et va rénover ses locaux, eh bien, il ne faut pas qu'elle se trompe là-dessus, il faut bien qu'elle comprenne qu'effectivement, ces acteurs extérieurs vont entrer dans le bâtiment avec une entrée dédiée et ne jamais passer par le CTA. Les flèches représentent les nécessités de communication, donc des nécessités physiques, des liens physiques, c'est-à-dire je suis directeur, où est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux aller au CODIS? Est-ce que je peux aller au CTA? Comment je fais? Je suis acteur extérieur, comment je fais? Et effectivement, vous voyez une flèche rouge, acteur extérieur CTA, c'est interdit. Hein, il ne faut pas que les acteurs extérieurs, pendant qu'il y a une activation de CODIS, il ne faut pas qu'ils viennent au CTA. Et vous voyez bien que la direction peut téléphoner, avoir un lien téléphonique, mais ne se déplacera pas non plus physiquement dans ce lieu. En revanche, tout ce qui est fonction de maintenance doit pouvoir se déplacer librement à toute heure du jour et de la nuit dans le CTA et le CODIS. Donc là, ça veut dire qu'on installe des cheminements particuliers, on installe des meubles aussi particuliers qui permettent une action de la maintenance sur le mobilier du CTA pendant que le CTA, par exemple, est en gestion de crise. On parle donc de ces accidents liés à la configuration des locaux. Il y a un accident qui est très important, qui est tout à fait méjugé, inconnu, on va dire, voire méprisé, qui est l'accident, la chute de plein pied. Ce que j'appelle, moi, communément en formation, la gamelle, hein, c'est-à-dire qu'on chemine et on tombe. Voilà. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas vu. Donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire tomber l'opérateur. Tout un tas d'éléments. Ça peut être un fil qui passe dans le cheminement. Vous en connaissez peut-être dans vos locaux au moment où je vous parle, où on a rénové et on a tiré une rallonge parce qu'on a bougé le bureau et pour alimenter l'ordinateur, eh bien, on a tiré un petit fil. On a mis une espèce de petite protection dessus. Là, des fois, c'est même balisé en jaune et noir pour que surtout on le voit. Et ça n'empêche que l'on va se gameler dessus à un moment donné, où on sera pris, notre attention sera prise par autre chose. Alors, figurez-vous que ces chutes de plein pied, elles peuvent être mortelles. Elles peuvent être mortelles, bon, heureusement, rarement mortelles, mais souvent graves. En moyenne, Amélie, hein, sur le site, si vous allez sur le site et que vous tapez chute de plein pied, Amélie va vous expliquer que c'est 70 jours d'arrêt de travail en moyenne. Donc, ce n'est pas rien, 70 jours. Hein, quand vous êtes soignant à l'hôpital, quelqu'un parlait tout à l'heure, est-ce qu'on peut vraiment arrêter, ne pas mettre quelqu'un dans un lit d'hôpital pendant 28 jours, etc. Bon, quand l'IDE, elle fait une gamelle et qu'elle n'est pas là, c'est autre chose, ça peut être 70 jours d'arrêt de travail en moyenne. Il peut y avoir des conséquences, c'est-à-dire que ça peut être un premier arrêt de travail. Une chute de plein pied peut entraîner une entorse, par exemple, et une entorse, ça peut être des années, en fait, de soins et d'arrêt de travail à répétition, par exemple, pour une infirmière de bloc. Donc, la chute de plein pied, tous les secteurs sont concernés. Et là, c'est l'accident par excellence de la mauvaise configuration du bâtiment. Un bâtiment, on l'installe une première fois pour une activité que l'on découvre. On va se dire, finalement, les gens vont cheminer comme ça. Donc, on va dresser des cheminements souhaitables. Et on va cordialement ignorer les véritables cheminements qui, au bout d'un moment, vont être pris.
Et là où on va exacerber tout cela, c'est lorsque l'on va modifier les configurations intérieures d'un bâtiment parce qu'on évolue, parce qu'on a recruté des gens, parce qu'on a un nouveau process. Il y a plein de raisons pour lesquelles on modifie un bâtiment. Et on va finalement accentuer les problématiques liées au déplacement et liées notamment au cheminement. Donc effectivement, ces chutes de plein pied représentent toujours une grosse masse d'accidents et on est souvent en très grande difficulté dans les entreprises pour le gérer. Alors ça se gère de prime abord, on va le voir tout à l'heure, en conception, en programmation de bâtiments et ensuite en conception du bâtiment. On peut passer à la suivante. Alors, comment on va pouvoir éviter ces accidents? Eh bien, on va faire de la prévention. Donc, c'est vrai que l'assurance maladie et l'Institut national de recherche en sécurité vont nous encourager et on a un foisonnement de littérature. Ce n'est pas comme si on découvrait les choses. Ça fait quand même maintenant bien 25 ans qu'on connaît toutes ces problématiques et on a beaucoup de littérature très bien faite pour les maîtres d'œuvre et surtout pour les maîtres d'ouvrage pour éviter bien évidemment tous ces accidents ou une grande partie. On ne peut pas tout éviter, mais pour au moins en éviter une grande partie. Et donc effectivement, les institutions vont nous demander de faire de la prévention dès la conception d'un lieu ou d'un équipement de travail, dans l'analyse du ou des postes de travail et dans l'analyse des modes opératoires. Donc, des implantations de postes de locaux qui sont en général, finalement, là où on fait la plus grosse erreur. On est sur des implantations qui vont répondre à une exigence d'un dirigeant ou d'équipe conceptrice, mais qui ne vont pas être en réponse à des exigences liées au travail. On ne va pas aller demander à cette IDE de bloc dont je vous parlais tout à l'heure qu'est-ce qui marche bien dans son bloc et qu'est-ce qui ne marche pas pour pouvoir lui arranger finalement sa situation de travail. Et donc, c'est vrai qu'il va être nécessaire de repérer les usages futurs probables et donc réels, ces usages que vont réellement vivre les opérateurs. Et ça, effectivement, ça va être le savoir de l'opérateur et on va appeler des gens comme des ergonomes pour aller extraire ce savoir-là et le réinjecter dans le projet. Donc, je crois, Léa, qu'ensuite, on part sur l'exemple, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Voilà. J'ai pris un exemple qui est quand même un des plus beaux exemples que j'ai en bibliothèque. C'est la conception d'un petit bâtiment, certes, mais vraiment joli. Alors, un petit bâtiment hospitalier, une unité, et puis qui s'adossait en fait à côté d'une réhabilitation d'une autre unité. Donc, c'est un hôpital psychiatrique, c'est l'hôpital psychiatrique de Lannemezan, donc qui est un très très gros hôpital psychiatrique qui est issu du courant Pinel, donc un bel objet, en vérité un très bel objet, mais qui a besoin bien évidemment d'être rénové. Et donc cette rénovation, elle date de 2012, suite au grand plan de rénovation des hôpitaux psychiatriques qui fait suite au double accident, on l'appelle poliment comme ça, le double accident de Pau, de l'hôpital psychiatrique de Pau. Donc, il y a eu cette réhabilitation et cette extension, donc 2 unités, une unité dite de réhabilitation qui est destinée à abriter des patients psychiatriques que l'on appelle chronicisés en quelque sorte, et puis une unité TCC, thérapie comportementale et cognitive. C'était très la mode dans les années 2010 de faire ces unités, qui sont en général de très belles unités, mais pour des patients, on va oser le dire, légers, pour des patients qui ont un problème passager dans leur vie et qui ont besoin d'une mise au repos, on va dire, et d'un petit soin de 15 jours, 3 semaines maximum. Donc, ces 2 unités, donc l'unité qui avait à réhabiliter était dans un état critique, on va dire. On va dire c'était limite un taudis quand on a visité l'unité. Et donc, c'est vrai que la première pensée que l'on a lorsque l'on réhabilite, et là, je m'adresse bien évidemment à tous ceux qui font de la conception architecturale de près ou de loin, quel que soit leur métier, la première pensée, c'est se dire, lorsqu'on réhabilite un bâtiment qui est très abîmé, ou lorsque l'on fait déménager d'un bâtiment très abîmé, c'est de se dire,
ça sera toujours mieux parce que c'est neuf. Alors, lorsqu'on est du point de vue des conditions de travail, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que le bâtiment est neuf qu'il est mieux. C'est terrible ce que je dis. Mais effectivement, vous pouvez vous retrouver à déménager votre situation de travail dans un bâtiment neuf et à rendre finalement la situation de travail pire qu'elle ne l'était. Pire dans le sens où les usages métiers, la façon de travailler et les conditions de travail vont être plus difficiles finalement que dans le vieux bâtiment tout pourri que l'on avait avant. Donc ces deux unités à construire sont très différentes l'une de l'autre. La population qu'on y héberge sont très différentes. Ce sont des populations que l'on ne pourra pas mélanger. Donc vous allez voir quelques images, mais effectivement, les deux bâtiments ont été traités chacun dans leur partie de façon très particulière. Puisqu'effectivement, il n'est pas possible de mettre en commun des malades qui sont plus ou moins chronicisés et puis des gens qui vont venir, qui sont un petit peu malades, on va dire, qui vont venir pour quelques semaines et repartir dans la vie courante. Donc, il s'agit d'un projet, vous avez quelques images que Vincent de Fosduro a bien voulu me transmettre, parce que c'est vrai que moi, en tant qu'ergonome, je ne garde pas trop d'éléments des projets, je ne suis pas trop destinataire, donc il a eu la gentillesse de nous les adresser. C'était un joli projet parce que nous avions une équipe complexe, une équipe de maîtrise d'œuvre complexe, donc effectivement, avec accolé aux équipes usuelles, donc architectes et bureaux d'études, des acousticiens, des paysagistes et des coloristes. On ne verra pas trop leur travail, pourtant elles ont fait un très très beau travail, et puis de l'ergonomie. Donc effectivement, on a travaillé un petit peu la main dans la main sur cette équipe qui a été une équipe qui a, je dois le dire, très bien fonctionné. Ce n'est pas le cas de toutes les équipes de maîtrise d'œuvre. Celle-ci a bien fonctionné. On a été en alliance, on va dire, dès le départ et jusqu'à la fin du projet, en tout cas pour ma part, au niveau du PRO. Les coloristes ont travaillé avec moi en ergonomie pour savoir quels étaient les jeux de couleurs qui s'adapteraient le plus. Le BET a beaucoup travaillé, là on ne le voit pas puisque ça n'est pas utilisé, mais on a énormément travaillé par exemple les lumières, puisqu'effectivement sur ces unités psychiatriques, la lumière joue un rôle déterminant. Et effectivement, il y a besoin d'éclairage de jour, d'éclairage de nuit. Donc, on a travaillé ces éclairages pour que les patients, l'environnement des patients soit le plus, on va dire, adapté possible. Vous le voyez, sur ces grandes étendues de couloirs, il n'y a pas de chauffage. Le chauffage est partout au sol. Ça a été une très grosse négociation aussi avec le maître d'ouvrage, car effectivement, lorsque l'on demande un ergonome sur un projet, l'ergonome va s'occuper du travail, des usages futurs, de comment on s'occupe de ces usagers. Et on a été amené à remonter, on va dire, à mi-APD, avant projet détaillé. À mi-APD, on a été obligé de remonter au maître d'ouvrage qu'on avait certains problèmes dans ce bâtiment, notamment deux. On avait deux gros soucis. Sur notamment le bâtiment, alors pas le TCC, mais le bâtiment de l'unité de réhabilitation, les utilisateurs nous expliquent qu'ils ne veulent pas de faux plafond. Alors, ils ne veulent pas de faux plafond parce que les patients cachent des choses dans les faux plafonds. Et donc, le travailleur doit monter sur une chaise pour aller regarder ce qu'il y a dans le faux plafond. Et il y a eu beaucoup d'accidents, de chutes, pas de hauteur, de chutes de chaise, des accidents plus ou moins graves. Donc là, effectivement, moi, ça m'a tout de suite parlé et je me suis dit, donc, il ne faut pas de faux plafond. Il ne faut pas d'endroit, en fait, où les patients puissent cacher des choses et où les soignants doivent prendre des postures invraisemblables pour aller gérer ces choses que les patients cachent. Donc ça, c'est quelque chose qui nous préoccupait beaucoup en équipe maîtrise d'œuvre. Une autre grosse préoccupation, c'était la nécessité de travailler l'acoustique dans ce bâtiment. Quand vous avez des patients qui ne sont pas bien, qui doivent dormir, qui doivent se reposer, l'ambiance acoustique est extrêmement importante. L'ambiance acoustique dans les chambres, dans les couloirs, entre les chambres, l'ambiance acoustique aussi lorsque vous êtes en train de parler avec votre médecin ou avec votre infirmier. Vous n'avez pas envie que la terre entière vous entende et que les autres patients surtout vous entendent. De l'isolement aussi acoustique avec tout ce qui est zone d'isolement, justement les endroits où on va pouvoir isoler un patient qui est en crise. Donc, on avait quand même des soucis parce qu'il nous fallait travailler ces éléments d'acoustique.
On ne voulait pas de radiateurs, enfin moi surtout avec les utilisateurs, parce que les radiateurs, tout ce qui vient se mettre dans les couloirs ou dans les chambres, en plus du mobilier usuel, ce sont des éléments contre lesquels les usagers peuvent se blesser. Et quand un usager se blesse, c'est beaucoup de travail aussi pour les utilisateurs, pour les soigner, pour les rassurer, etc. Donc la demande, c'était vraiment d'éviter de mettre des radiateurs pour ne pas trop déranger les usagers. Et enfin, la zone d'isolement elle-même a retravaillé parce qu'on a sur cette unité de réhabilitation une zone d'isolement exemplaire, je crois, si elle a été bien conçue comme nous le voulions, en termes de zone d'isolement en hôpital psychiatrique. Donc tous ces éléments ont été remontés au milieu d'APD et donc le maître d'ouvrage nous a entendus. Et il a fait un deal avec nous. Il nous a dit, écoutez, vous êtes parti sur une conception poteau-poutre, vous allez modifier, vous allez nous refaire tout ça en structure bois et en échange, j'augmenterai, si je le peux, l'enveloppe financière pour que vous puissiez tranquillement installer tout ça et notamment le chauffage au sol qui coûtait quand même pas mal cher. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement important parce que c'est vrai que du coup, on a eu du mou sur ce projet et on a pu installer une zone de travail quand même extrêmement intéressante et performante. On peut continuer, je pense. Voilà. Donc, pour conclure, parce que je n'ai plus, je crois, qu'une minute, Léa, si j'ai bien compris. Ça va, tu peux avoir le temps de conclure. Pour l'instant, il n'y avait pas de questions dans le fil de discussion, donc c'est bon. On peut y aller tranquillement alors. Donc effectivement, on a été très content du rendu de ce travail-là parce que moi, c'est vrai qu'en termes de santé au travail, je suis toujours ravie lorsque je peux. Je sais que je fais de la prévention, et là, il s'agit de prévention primaire sur une telle conception architecturale. Et je sais que j'évite aux utilisateurs nombre d'accidents du travail et nombre de pathologies professionnelles. Donc ça, c'est toujours intéressant, en sachant aussi que finalement, sur ce projet-là, c'est un des rares, peut-être le seul projet où les utilisateurs, en entrant dans le bâtiment, se sont fendus d'un petit mot vers nous pour nous dire merci, voilà, nous remercier de ce rendu-là et du fait que le bâtiment était très habitable pour les usagers et pour les utilisateurs. En guise de conclusion, j'aimerais revenir sur un autre élément de santé au travail qui est important, parce que finalement, le principal effet d'un déménagement pour des utilisateurs, le principal effet sur la santé, ça va être sur la santé psychique. Entrer dans un bâtiment neuf ou réhabilité a toujours des conséquences sur la vie au travail et donc sur la vie psychique finalement ou psychosociale des gens qui vont entrer dans ce bâtiment. Déjà, pour la plupart, donc des cas quand moi je me déplace sur un bâtiment, quand je fais une expertise, c'est-à-dire que le bâtiment a été construit et je viens rencontrer les travailleurs qui viennent d'entrer dans le bâtiment, ce que j'entends de la part des travailleurs, c'est un manque de reconnaissance. Dans le pire des cas, c'est on est venu me demander ce que je voulais dans ce nouveau bâtiment et je vois qu'on n'en a pas tenu compte. Ça, c'est peut-être le pire qu'il peut y avoir sur un bâtiment neuf ou réhabilité. Et ce manque de reconnaissance, il va avoir des impacts sur la santé psychique des travailleurs. Et on va le voir après en termes d'efficacité au travail aussi. Ça peut provoquer, bien évidemment, un désinvestissement au travail. Lorsque vous entrez sur un bâtiment neuf, mais où les conditions de travail sont pires que dans l'ancien bâtiment, vous avez un petit peu tendance à lâcher l'affaire, à vous désinvestir finalement de la situation de travail. Et ça, on le voit beaucoup chez le personnel médical. Quand vous entrez, vous étiez sur une vieille clinique et qu'on vous fabrique une magnifique clinique neuve, où vous vous rendez compte finalement que dans certaines chambres, vous ne pouvez pas rentrer les lits, ce qui arrive encore de nos jours. Ça agace grandement les professionnels. Et puis constater des lésions physico-mentales liées à l'inadaptation du bâtiment, ça va avoir des conséquences finalement, en termes psychosociaux, je viens de l'évoquer, en termes financiers, liés à l'accidentologie et à l'évolution des pathologies, parce qu'effectivement, je vous rappelle qu'en France, les employeurs doivent conserver la santé physique et mentale de leurs travailleurs, sinon ils doivent réparation. Et effectivement, ça se compte en termes financiers. Et puis en termes financiers aussi, l'efficacité au travail, si les salariés sont moins investis dans leur travail ou mettent plus de temps à faire la même chose finalement, parce que les couloirs sont interminables ou trop étroits, que les rangements sont inexistants, on va perdre en efficacité au travail.
Donc voilà un petit peu pour tous ces aspects, très rapidement dit, je l'avoue, mais sur aussi toutes les problématiques santé au travail que l'on peut retrouver dans un bâtiment. Merci beaucoup, Corinne. Alors, je vois pas de questions dans le fil de discussion. Par contre, moi, j'en ai une. C'est en fait, est-ce que c'était une volonté qui était dans le programme de vouloir inclure toutes ces expertises de métier santé dans la conception ou... Alors en fait, là, il s'agit d'un maître d'ouvrage à l'époque, en 2012, qui a rédigé son marché de telle sorte que l'équipe conceptrice, outre l'architecte et le BET, était contraint de joindre à l'équipe un acousticien, un ergonome, un paysagiste et un coloriste. Donc effectivement, là, l'architecte étant mandataire, il était obligé de faire une équipe de ce type-là. J'ai travaillé sur des équipes bien plus grosses, hein, avec encore plus de métiers. Ça a pu m'arriver sur des projets bien plus importants, parce que celui-là reste finalement un projet humble. Mais effectivement, quand on intervient en maîtrise d'œuvre, c'est la décision du maître d'ouvrage qui va s'exprimer finalement dans l'annonce, hein, dans l'équipe qu'il veut recevoir. Donc effectivement, la particularité d'être ergonome sur ces équipes-là, c'est qu'on est, comment dire, on est contraint, on est un personnel contraint dans l'équipe, et on n'est pas toujours désiré par les équipes architectes et bureaux d'études. Donc c'est des postures qui sont très compliquées pour nous, hein. Et puis il y a des équipes comme celle-ci où on a travaillé tous en très bonne intelligence. Généralement, par contre, c'est plutôt désiré par du coup les utilisateurs du bâtiment qui, du coup, comme tu as pu nous l'expliquer, tu es vraiment content de retrouver un bâtiment qui a pris en compte de ce qu'ils vivent Oui. tous les jours et de leur santé, autant mentale que physique, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est le risque, hein, lorsqu'on fait intervenir un ergonome, lui, il va aller chercher, hein, tout ce qui est exigence au travail. Et si derrière, effectivement, ce n'est pas appliqué, ce n'est pas ordonnancé, on va dire, ça va se voir. Il faut aller au bout de la démarche après. Super, merci beaucoup. Je vais passer, du coup, non, toujours pas de questions, parfait. On va pouvoir, on est dans les temps, du coup, on va pouvoir, je vais finir avec le mot de la fin, du coup. En conclusion générale de ce webinaire, aujourd'hui, on prend conscience et on a pris conscience que l'environnement, ça a une influence directe sur notre santé. Et pour beaucoup, on passe la plupart de notre vie dans des bâtiments. Comme l'avait dit Rémi en début de webinaire, 85% de notre temps exactement, que ça soit par rapport à notre habitat, par rapport à notre travail. Et en fait, ça devient vraiment nécessaire de concevoir, rénover les bâtiments en essayant d'offrir l'environnement le plus sain possible aux gens qui l'utilisent et éviter le syndrome qui est bien connu maintenant, le SBM ou syndrome du bâtiment malsain. Et par les intervenants qu'on a eu dans ce webinaire, on a pu voir un peu jusqu'où s'étend le périmètre de la santé. C'est pas forcément seulement physique, c'est pas forcément seulement psychologique. C'est un ensemble de tout ça. Et c'est les matières qu'on utilise, l'air qu'on respire, l'agencement des espaces. Et aujourd'hui, on a des acteurs qui existent, qui proposent des solutions pour que les bâtiments ne nous rendent plus malades. Il faut savoir les solliciter au bon moment, les inclure dès la phase de programmation pour qu'en fait, on arrive vraiment à construire des bâtiments qui répondent aux problématiques santé des gens. Et voilà, comme dernier mot pour répondre à notre problématique du début. En fait, il n'y a pas vraiment de lien entre un bâtiment durable et un bâtiment sain, puisque un bâtiment durable se doit d'être sain. Voilà, merci à tous. Du coup, vous allez recevoir en début de semaine prochaine, un petit questionnaire de satisfaction. C'est très important pour nous que vous le remplissiez pour qu'on sache un peu vos retours sur tout ça. Et aussi par rapport à la thématique santé que Envirobat, on a envie d'inclure plus souvent dans nos feuilles de route. Les webinaires du plan bâtiment durable à venir, ça sera
Oui, et du coup, qui sont dans la série des vendredis du bâtiment durable. Ça va être sur la réversibilité des bâtiments et sur le coût global. Et vous pouvez retrouver tous les webinaires qu'on a fait l'année dernière et celui sur l'eau qui était en mois de mars sur le site d'Envirobat et sur la chaîne YouTube du plan bâtiment durable Occitanie. Vous pouvez aussi scanner le QR code. Et merci à tous, merci aux intervenants et je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt. Au revoir.